Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, donc le 2e de mars. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, vous avez l'habitude, c'est pas français mais il y en a 4, donc 2 chacune. Et du coup c'est parti. C'est parti. Donc au mois de mars, j'ai lu Un palais de roses et d'épines de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé. C'est le premier d'une longue saga parce que si je me trompe pas, il y a quand même 6 tomes. C'est l'histoire de Feyir qui est devenue pauvre à la suite... Enfin, son père est devenu pauvre et pour se nourrir, elle chasse dans la forêt de son village. Et un jour, en fait, malheureusement... elle va tuer un loup qui est de base un immortel, donc un fae. Je crois qu'on dit fée, je sais plus trop comment on dit fae. Moi j'aime bien le mot Moi c'est fae. fae. Mais bref, donc elle va tuer ce fameux fae et on va venir toquer à sa porte pour qu'elle paye en fait le dédommagement du fait qu'elle ait tué un loup et que, enfin un fae et qu'elle n'ait pas le droit et du coup donc ils vont venir toquer et elle va devoir payer sa dette et sa dette ça va être en échange de la mort parce qu'il lui propose de mourir puisque techniquement c'est le traité qui veut ça, qu'elle meure. Sauf que lui, il va pas la faire mourir. Il va l'emmener avec elle dans son palais et du coup, elle va atterrir dans le monde des failles, donc Prythian, si je le prononce bien. D'accord. Grosso modo, c'est ça. Et donc, en fait, qui c'est qui vient la chercher? C'est Tamlin, donc le roi du printemps. Si je me trompe pas, c'est bien ça, c'est le roi du printemps. Et du coup, elle va atterrir dans son palais. Elle va faire aussi la rencontre de Luciane, qui n'a plus qu'un œil, mais je vous explique pas pourquoi. Et en fait, tous deux sont défaillés et elle va apprendre à vivre dans cette prison. Sauf que, en fait, elle va prendre ça comme une cage, en fait, dorée. C'est une punition, pour elle, c'est une punition. Sauf que, en fait, ils ne vont pas du tout la considérer comme une prisonnière. Ils vont lui offrir le gîte, le couvert et vont tout à fait la traiter comme une invitée. D'accord. Donc, en fait... Elle se sent pas bien, mais elle n'est pas traitée comme. Au début, tu sens elle est pas bien, qu'elle se demande qu'est-ce qui lui arrive, enfin, pourquoi ne pas l'avoir tuée si c'est pour lui faire subir ça. Et en fait, elle se rend compte que, en fait, ils sont pas si méchants que ça et qu'ils ne lui veulent absolument aucun mal. Sauf qu'elle a enfreint une loi, quoi. Voilà, c'est ça. Mais de là, en fait, donc elle apprend à vivre avec les failles, elle découvre certaines choses. Je vous épargne certains trucs parce que c'est à découvrir dans le livre, sinon ça sert à rien. Même si cette, quand même, saga est assez vieille, enfin en tout cas pour le premier. Oui. Mais justement, venons-en au fait, à la fin du roman, et qu'est-ce qui donne envie de lire le tome 2? Eh ben, attention, c'est du spoil, mais en fait, elle va découvrir que Tamlin, enfin son royaume, est infligé d'une malédiction. Et cette malédiction, elle veut savoir ce que c'est. D'accord. Donc il y a une intrigue là-dessus. Voilà, Tamlin est aussi contaminé par ça, puisqu'il a plus tous ses pouvoirs, et qu'il y a forcément une raison. Et donc on apprend justement que c'est relié à une femme, mais je vais pas être et qu'il y a peut-être un rapport avec elle. Alors du coup, non. Non, pas du tout. Non, elle par contre justement, en fait, c'est une héroïne... Ça aurait pu être ficelé comme ça. Oui, bien sûr. C'est une héroïne justement qui est très simple, c'est une mortelle. Elle a pas de super pouvoir, elle a pas une force surhumaine, elle sait juste tirer à l'arc et tuer des... Oui, puis t'as bien aimé, t'as dit, parce que... Des animaux. Elle est pas gnangnan. Non, elle est pas gnangnan, elle est quand même assez réfléchie, elle se la joue pas, elle se dit pas, ah ouais, non mais de toute façon, ça y est, je suis dans ce palais, enfin voilà, j'ai quoi. Non, quand même, elle est assez réfléchie, et puis elle voit tout de suite qui est son ennemi et qui est son ami. Elle va découvrir que Tamlin n'est pas si méchant que ça, et justement que ça peut lui faire un allié. Il va même se passer autre chose avec lui, et ce qui nous mène justement à la moitié du livre, et qui suit le reste. D'accord, taisons le reste. Taisons le reste, mais voilà. Et donc cette fameuse malédiction, il va falloir la trouver et elle va être certainement au courant. Enfin, vous vous en doutez, sinon il n'y aurait pas de suite. Bien sûr. Donc voilà. Et le fait qu'il tombe amoureux, elle et Tamlin, il va falloir que c'est une mortelle, lui c'est un fae, oui, elle va vieillir, lui il va être immortel. Donc il y a certains problèmes qui se posent. Donc voilà, je vous épargne certains d'autres détails que je ne dirai pas, sinon ça vous gâche un peu toute l'intrigue. Mais il y a aussi Rhysand.
D'accord, donc il y a un autre... Rhysand qui est un peu le mec ténébreux de l'histoire, grosso modo, et voilà, c'est le mec un peu sombre, voilà, il y a une différence concrète entre Tamlin et lui, puisque lui, il a les cheveux noirs, l'autre, il est blond, tu vois, donc vraiment, ce côté lumière et l'autre côté sombre, enfin, on le ressent, mais Rhysand est celui de la cour de la nuit. Donc le roi de la cour de la nuit. Et lui aussi donc, est important dans l'histoire puisqu'il connaît Amaranta, je crois que c'est ça le prénom de cette femme qui est un rapport avec Tamlin. Avec la malédiction. Avec la malédiction. Puisque lui-même est touché par cette malédiction. C'est un peu compliqué mais c'est ça. Et alors tu lui donnes combien à ce tome 1 ? Alors pour ce tome 1, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est le premier livre que je lis de Sarah Agimas, même si vous savez que j'ai Keleana, que je n'ai jamais lu. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'héroïne. Je trouve que c'est sympathique d'avoir une mortelle justement. À la fin, on a certains petits éléments. On se demande justement qu'est-ce qu'elle va devenir après et comment elle va faire pour vivre dans ce monde de faillés, etc. Ce premier tome est vraiment tourné vers la romance entre Tamlin et elle, mais on sent que quand même à côté, il y a des choses qui prennent de la place aussi et qui peuvent pas être ignorées. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve ça très intéressant. Donc il est complet. Voilà, exactement. Pour moi, c'est un coup de cœur. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce truc un peu comme Guild et The Prison Healer que je vous parlerai aussi plus tard. Mais voilà, ça change. Enfin ça change, non, mais c'est de la fantasy, j'aime beaucoup ça. Donc oui, je lui mets 5, pour moi c'est un coup de cœur. C'est le premier coup de cœur que j'ai eu du mois de février, donc je suis très contente. Mais j'ai beaucoup apprécié. Et même comme j'ai découvert la plume de l'autrice, je trouve que quand même ça va. Donc tu es prête pour enquiller bientôt Keleana? Non, mais le deuxième, oui, puisque j'ai le deuxième d'un palais de roses et d'épines. C'est un palais de colère et de brume, je crois que c'est ça, tome 2. Je l'ai en ma possession, je vais pouvoir le lire et j'ai d'ailleurs très hâte de le lire, puisque vous le savez, il est dans ma palle de mars. Pour moi, le premier, ce sera donc Les Ombres du Lockfin de Aurore Barillon aux éditions City. Donc, je vous le mets ici. Pour moi, tout est réuni dans ce petit roman, donc aux allures de saga pseudo-familiale, enquête, intrigue, Écosse. Et on ne rigole pas. Oui, on va en Écosse. Donc on va en Écosse avec Ailleen. J'espère que je le prononce bien parce que ça s'écrit de cette façon-là, phonétiquement, je le dis comme ça. Et Ailleen, qui est orpheline de son papa, mais qui vient d'être orpheline de sa maman et qui déclenche, de par ce décès, tout un processus de deuil. Et pour cela, elle va donc rejoindre l'Écosse dans la maison familiale de sa maman. Hein, je précise de sa maman, pas celle de son papa, puisque tout découle, enfin ce roman découle de cette maison familiale. Donc, voilà, elle rejoint l'Écosse dans la maison familiale. De là, elle va mener sa petite enquête parce que en fait, il y a une petite intrigue très intéressante tout aussi du roman. C'est la mort de son oncle, donc le frère de sa maman, Kate, je crois que ça se dit. Et de là, elle va fouiner. Ça va déranger les habitants du village de sa maman. Ça va déranger les proches. Donc ça peut être l'homme à tout faire parfois qui habite aussi sur le domaine, qui s'occupe de cette maison familiale depuis que sa maman est partie et depuis que ses parents à sa maman sont partis aussi. Donc David qui à l'origine est l'ami d'enfance de sa maman, qui s'appelle Moira, hein, sa maman. Elle a fait les 400 coups avec. On découvre un petit peu quand même que, bon, voilà, ils ont dû s'aimer, ces deux-là, dans un autre temps. On sent qu'il y a eu quelque chose, des sentiments entre eux. Bon, ça n'a pas apparemment été plus loin, mais ils ont toujours pensé à eux. Tout au long de leur vie, parce que puisque sa maman après est partie d'Écosse pour une raison que je vais essayer de pas tout vous dévoiler, et pourquoi. Au fur et à mesure de ce roman, on découvre l'intrigue avec Ailleen, puisque je vous ai dit, hein, elle va fouiner, ça va déranger tout le monde, et elle va mener son enquête aussi grâce aux journaux intimes de sa maman qu'elle a écrit tout au long de sa vie. Elle en avait une petite partie, mais elle en a découvert d'autres grâce à Scott qui est le fils de David. Et de là, parce qu'en fait Scott, je peux vous le dire, ça, il a un petit problème mental, voilà. Mais il reste néanmoins très intéressant et très intelligent.
et il dit des phrases. Parfois spontanément comme ça, on les comprend, c'est bien, on les comprend pas, bah c'est tant pis pour toi, mais grâce à lui, elle va être aidée dans sa démarche de découvrir le pourquoi du comment son oncle s'est suicidé à cause de la mort de sa future femme, parce que cette femme est donc décédée avant le mariage, il devait se marier, et ça déclenche le départ de Moira, donc de sa maman. Donc c'est de là que part toute cette intrigue familiale et les non-dits, les secrets. Moi j'ai beaucoup aimé pour un premier roman de l'autrice, c'est le sien et moi c'est le premier aussi de celle-ci. Franchement c'est bien écrit, je me suis pas ennuyée, ça va crescendo dans l'intrigue et j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite amourette quand même pour Aileen parce que bon voilà, il y a pas de tome 2. Il fallait non. C'est un one-shot. Il fallait un petit quelque chose pour voilà les choses. Je vous dirai pas avec qui, comme ça vous gardez le suspense. Je pense que je sais. Ah, je crois pas. Ah. Je crois pas. J'aurais peut-être dit... Non, c'est le bad boy de... Mais je vous dirai pas son nom, comme ça vous le lirez et puis vous me direz. Parce que si je vous dis qui il est et son nom, bah vous saurez tout de suite. Oui, quand coup, vous allez le découvrir dans le livre, vous le saurez tout de suite. Alors qu'au début, bon, il s'aime pas beaucoup. Il s'aime pas beaucoup. Comme Aileen, elle fouine partout et que lui, comment dirais-je, il est assez présent dans la propriété régulièrement aussi pour X raisons. Vous verrez. Il y a aussi le fameux frère de la femme qui est morte avant son mariage. Donc lui, il a une très grosse importance aussi puisque par affiliation, il est quand même un petit peu de la famille. Les deux familles riches se côtoyaient à l'époque. Il avait des fois même peut-être des vues sur Moira. Donc tout ça, c'est bien imbriqué, bien enchevêtré. Non, j'ai passé un très bon moment, franchement. Puis de très très beaux paysages aussi d'Écosse. Et ça, c'était top. Donc je lui mets 5, c'est très bien écrit comme je vous l'ai dit. L'histoire m'a bien plu. Il est pas très gros, en plus on passe un très très bon moment. Donc moi je vais vous parler d'Hello du millénaire tome 4 de Sapira Englar aux éditions Hugo Roman, puisque c'est une romantésie comme vous savez. Nous suivons toujours les aventures de Hayden et de Sienna. Ils sont très beaux en plus, hein, en coup ces livres. Ils sont très beaux, mais comme vous devez vous en souvenir, je vous avais dit que le tome 3 n'était pas super, mais... C'est pas celui que tu préfères en tout cas. Mais je dois dire que le troisième tome, en fait, il va venir compléter ce qui va se passer dans le tome 4, et même plus tard dans le tome 5, enfin bref, je vais pas vous spoiler puisque j'en suis déjà au 5e, comme vous le savez, que je vous ai déjà dit. Donc ça remonte un peu loin le tome 4, mais je vais essayer de vous résumer grosso modo ce qu'il se passe. Donc, rappelez-vous, après cette fameuse télé-réalité, on s'est rendu compte que Michelle, sa meilleure amie à elle, donc à Sienna, n'est pas du tout une meilleure amie. D'abord, je la déteste. Oui, tu l'aimais pas beaucoup, tu disais. Et Josh sont le bêta donc de l'alpha Hayden. C'est pareil, je peux plus me le voir et et c'est vrai, je ne peux plus me les voir. Et encore plus dans ce tome 4. Et encore plus dans le 5e. En fait, Josh va vouloir... il va se racheter un petit peu dans celui-là, si mes souvenirs sont bons. Parce que en plus, il va vouloir aller chercher Constantin tout seul. Puisque Hayden va croire qu'il l'a tué, mais il ne l'a pas tué. Et en fait, il va vouloir aller le chercher pour venger sa femme qui est enceinte. Attention, c'est du spoil, hein, si vous n'avez pas lu les autres. Mais voilà. C'est un tome 4, donc forcément il faut que je dise aussi ce qui est, puisque comme vous savez, dans le tome 3, ils ont, on va dire, c'est un peu chiant le terme, mais grosso modo, ils ont embêté Sienna avec ça tout le long de la télé-réalité. Oui, il faudrait peut-être que tu mettes un enfant au monde, tuer la femme de l'alpha, voilà, faut que tu montres l'exemple. C'est un peu le protocole qu'ils ont décidé d'avoir pour elle, quoi. Sauf que, en fait, elle, justement, Michelle va tomber enceinte, Sienna va tomber enceinte aussi, donc au début de ce tome-là, on l'apprend, et donc pas de soucis, on est très content pour Sienna. On se dit que Michelle, c'est plutôt pour copier Sienna, puisque elle dit souvent que Sienna est toujours sur le devant des projecteurs et pas elle, alors que Sienna, elle en a rien à faire. Tu vois, elle aime juste Hayden et elle le respecte en tant qu'alpha, mais elle, être sur le devant de la scène, c'est pas son truc, quoi, tu vois. Elle préfère rester un peu plus dans l'ombre, mais elle est obligée quand même d'être devant.
Enfin bref. Et donc Michelle, on va dire que presque par jalousie, va tomber enceinte aussi au même moment que Sienna. Donc elles sont quand même très contentes qu'elles soient enceintes ensemble, puisque leurs enfants auront le même âge, oui, ça peut être jouer sympa. ensemble, voilà. Donc malgré tout, il y a leur amitié qui perce un peu plus quand même s'il y a cette jalousie. Et j'avoue que moi, Michelle, non, c'est plus possible. Non, avec ses agissements, non, c'est pas possible. Franchement, je peux plus. Elle est insupportable. Elle est insupportable et je la déteste. Et sachant qu'en plus, pour le tome 5, c'est encore pire. Enfin bref. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans celui-là? Donc c'est beaucoup encore leurs histoires à eux. Tu sais, c'est un peu une télé-réalité à eux tout seuls. Ils ont pas besoin de faire un film là-dessus. Oui, c'est dans la continuité. Bon, après... C'est dans la continuité, mais en fait, il va se passer certains événements, comme le fait que Sienna va perdre son bébé. Et en fait, le médecin va lui dire que ce n'est pas possible qu'elle ait d'autres enfants. Donc ça va poser problème, vu qu'elle est la femme de l'alpha. Exactement, ça va poser problème. Beaucoup vont demander... Puisqu'il faut une descendance, ça fait un peu comme les rois, c'est un peu le même système. Exactement. Voilà. Les parents d'Aiden vont vouloir qu'il change justement de femme pour pouvoir avoir des enfants. Sauf que Aiden, justement... Il veut pas la chasser, il veut la garder, non? Il veut garder sa femme. Bah oui. En fait, Aiden, c'est un peu le mec parfait. Un peu trop d'ailleurs. Mais je pense que si vous lisez cette saga, vous comprendrez que Aiden, c'est le mec que tout le monde veut. Genre, tu vois, au lieu de changer de femme, lui, il s'en fout du bébé. Oui, c'est elle qui veut. Elle. Il est tombé amoureux d'elle. Il s'en fout d'avoir une descendance ou quoi. Tant qu'il est avec elle, c'est elle qui l'aime. En même temps, il est plutôt normal. Voilà, mais c'est un loup aussi, hein, donc la fidélité, voilà, on sent quand même que, voilà, mais voilà, c'est vraiment, tu vois, c'est ce truc, je trouve ça beau quand même de voilà, et en fait, justement, donc elle va perdre son bébé, il va se passer ce qui va se passer avec Constantin, il va revenir, celui-là, je vous épargne tous les détails. Et en fait, elle va se révéler, Sienna, à la fin, puisque vous le savez, elle n'est pas qu'une louve, elle va découvrir qu'elle a autre chose aussi. Ah, on va pas tout dire. Et en fait, ils vont tomber aussi sur un petit garçon qui s'appelle Rowan, un bébé, qui a un peu justement le même fonctionnement qu'elle, mais je vous épargne trop les détails aussi sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, ils ont un pouvoir, on va dire, un truc en commun. Ouais, voilà. À la fin, grosso modo, comme ça je passerai au tome 5 la prochaine fois, mais... ce bébé, en fait, il est orphelin. Donc, ça tombe bien. Et à un moment donné, en fait, elle va devoir... Mais je l'ai capté tout de suite, ça. Et en fait, donc à un moment donné, en fait, ils vont devoir le sauver. Et ils vont réussir à sauver Rowan. Et justement, en fait, ça se termine, on va dire, là. Je vais pas vous épargner plus. On va même rencontrer le père de Sienna, dedans, dans celui-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Celui-là était vraiment bien pour finir, justement, ce truc. Et en fait... Heureusement, le bébé Rowan va... redynamiser tout ça. Non, même pas, parce que lui, en fait, il est censé mourir, donc... Oui, mais s'ils arrivent à le sauver, le bébé. Ils vont quand même ça va redynamiser un peu l'histoire du fait que, voilà, il va peut-être pallier à ce qui est décidé ou pas. Mais si vous voulez le savoir, attention, spoil, oui, elle va réussir à sauver Rowan, et va le récupérer, et va l'élever comme son fils. C'est tout le sujet du tome 5, donc je vous épargne le tome 5 pour l'instant, je vous ai donné mon avis sur le tome 4. Donc ça conclut bien cette partie-là, puisqu'on nous donne quand même le fait que voilà, elle pouvait pas être enceinte, nanani. T'aimes tout chaud? J'aime bien, ça passe bien, c'est fluide, ça passe tout seul. J'aime bien, même si, comme je vous ai dit, je préchote vraiment beaucoup les événements. Donc disons qu'elle nous met un peu les indices sur la table. Et d'ailleurs, il y a même un truc... qui concerne Josh et Michelle, que j'ai flairé aussi à ce moment-là, et qu'on flaire, je pense, au fur et à mesure des tomes. C'est bien le jeu de mots, hein. Tu parles de loup et tu parles de flairer. J'en fais pas exprès. Et en fait, justement, ça va se répertorier dans le tome 5, mais nous reparlerons du tome 5, qui est très important. Je trouve que c'est l'un des meilleurs, le tome 5, c'est là où t'as vraiment envie. Je trouve que c'est celui qui m'a donné le plus envie de continuer la saga après. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est pour ça que je vous ai dit que le 3 il était pas ouf. Mais il faut continuer après parce que le reste est bien. Donc tu lui laisses 5 ? Je lui laisse 5. C'est pas un coup de cœur. Parce que voilà, mais j'aime beaucoup cette histoire puisque j'y suis très attachée vu que maintenant ça fait quelques mois qu'elle me suit et que j'ai l'habitude quand même de retrouver un petit peu tous les mois les personnages. Et oui, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer, comment cette histoire va se terminer et jusqu'où on va aller. Justement parce que pour moi le tome 4 il se finissait là puisqu'elle arrivait justement comme je vous ai dit elle arrivait à obtenir ce qu'elle voulait, enfin je vais pas vous étaler parce que vous avez pas vu le spoil et
Et voilà, donc pour moi, ça pouvait être une fin, mais j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle avait fait justement au tome 5, puisque et donc je me suis doutée que c'était par rapport justement à ce que tu sais. Petit. Voilà. Donc oui, j'ai hâte de vous parler du tome 5 parce que c'est mon préféré, je crois, de toute la saga. Si on épargne un peu le 1, puisque le 1 c'est le début où ils se rencontrent, ouais. Donc voilà, si vraiment on épargne la romance, je dirais que le 5e il est pas mal. Il est dans la continuité en plus, donc c'est bien. Ah oui, et pas des moindres, puisque dans le 5, nous passons, si mes souvenirs sont bons, on passe 6 ans après. Ah oui, quand même, il y a du temps qui se passe. Oui, elle a fait un bond dans le temps, elle a fait 6 années, je crois, je suis plus sûre que ce soit 6 ans. C'est bien, ça avance pas mal. Ça avance, et justement, il y a plein de rebondissements dans celui-là. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais, mais vous aurez mon avis du tome... Terminé. Plus tard. Donc moi, pour le petit dernier, ce sera Le Templier de l'Ombre, tome 1, de Mireille Calmel, aux éditions XO. Je dois dire que c'est une très belle découverte, aussi bien dans l'histoire que le reste. C'est pendant la période des Templiers ? Ouais. Alors, c'est un trailer médiéval, donc c'est sur fond historique, que j'aime beaucoup. Vous le savez. Ça se passe dans l'Aude, donc du côté de Quillan, donc pas loin de nos Pyrénées à nous. Mais c'est chez nous. Donc j'étais ravie, je reconnaissais malgré quelques lieux un peu aménagés à sa sauce. Oui, pour le besoin du livre. Mais voilà, pour le besoin du livre, mais les lieux étaient réels, c'est Quillan, enfin bref. Donc voilà, j'ai pas mal été transportée. Du coup, t'as fait un strike. Ouais, parce que s'imaginer, moi, si, j'ai compris. Non, mais voir mes petits paysages, j'ai pas besoin de les imaginer parce que tu les connais. Voilà, je les connais, donc voilà, c'est tout facile pour moi de pouvoir m'imaginer Margot de Dante, puisque c'est la petite héroïne de ce tome 1. Donc Margot de Dante est orpheline, elle possède un château. C'est de la légation ? Quoi ? Ou c'est son château ? Non, c'est son château. C'est pas de l'héritage. Bah si. Elle a hérité avec son frère donc du château familial. Son frère est parti aux croisades avec les Templiers, mais vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça puisque c'est un trailer. Le problème qui se pose, c'est qu'elle n'a plus de nouvelles de son frère du tout. Elle n'a pas de lettres, elle n'a rien du tout, elle n'a pas de nouvelles. Mais il s'avère qu'elle va mener sa petite enquête parce qu'elle est assez curieuse, elle est assez rigolote aussi. C'est une petite guerrière, elle sait très bien tirer à l'arc, etc. Donc voilà, elle se démène. On est au temps du Moyen-Âge, donc voilà, c'est une petite, on va dire une petite princesse, je sais plus ce qu'elle est exactement, oui. Margot de Dante, elle est, je sais plus si elle est comtesse ou quelque chose comme ça, enfin bref, elle a un certain titre à honorer, elle est surtout protégée et aidée dans le château par sa nounou, avec qui elle est très proche, et son mari, qui l'aide beaucoup pour tout ce qui est équitation, pour réparer le château, etc. Enfin bon, c'est des gens qui sont très très liés à elle, et qui continuent à faire ses repas, etc. Donc voilà, ils s'occupent d'elle. Et qui vont l'aider dans sa démarche aussi pour essayer de retrouver son frère. Alors tout ça, ça va se décliner surtout au moment où il va y avoir un incident au château, c'est-à-dire qu'il va y avoir un incendie. De là, elle va se dire, mais c'est pas possible, il se passe quelque chose. Mon frère, j'ai plus de nouvelles, alors qu'il lui avait écrit il y a quelque temps en arrière, en lui disant, voilà, je t'ai trouvé un futur mari, il va te plaire, tu verras, quand je rentre, tu pourras te marier impeccable et tout. Il lui avait trouvé l'homme adéquat. Donc de là, elle attend. Et le jour de ses noces, il n'y a personne. Donc c'est là où je vous dis, il n'y a plus de nouvelles de son frère, plus rien du tout. Donc elle se met en quête. Oui, anguille sous roche, et elle se pose des questions. Elle se met en quête de retrouver déjà son frère et de lui poser ses questions parce qu'elle est un petit peu en colère, parce que elle avait tout préparé, le banquet, les invités, etc. Et il n'y a rien qui se passe. Donc elle est très inquiète en même temps, malgré sa colère, puisqu'elle n'a pas les réponses à ses questions. Donc elle va mener sa petite enquête autour de tout ça, et il va y avoir donc ce premier incident qui va déclencher encore plus son envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de chez elle, et pour son frère dont elle n'a pas de nouvelles. C'est normal, mais en même temps elle s'inquiète, non ?
Elle n'est pas que en colère, elle s'inquiète. Non, elle est pas qu'en en fait, elle est un petit peu en colère parce qu'elle se dit il m'a promis un mariage en fait, y a rien. Et puis ça se passe pas et puis j'ai pas de nouvelles de lui. Donc pourquoi? Donc elle va se renseigner directement chez le commandeur ou le commandant, je ne sais plus qui s'est occupé de l'inscription de son frère chez les Templiers. Lui il lui dit si il était bien embringué dans la croisade, etc. Il est bien venu chez nous, il a eu son épée, il a eu tout ça, tout son habit, tout ça. Mais il s'avère qu'il y a mensonge, intrigue, complot, poison. Est-ce que tu as la réponse à la fin de pourquoi son frère il est plus là? Oui. Ou... Oui. Mais du coup, il y a un tome 2. Oui. Mais sur quoi il porte le tome 2? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, je veux pas trop savoir. Mais on a toutes les réponses dans le premier par rapport à son frère et par rapport à son pseudo futur mari. Voilà. Et on va découvrir dans tout ça, dans toute cette intrigue et de complot, on va découvrir des personnes qui lui sont proches, dont elle n'avait jusqu'à maintenant pas entendu parler, et qu'elle va découvrir, et elle va être contente quand même de rencontrer certaines personnes sur son chemin qui vont l'aider dans sa tâche à retrouver son frère, et elle va devenir une vraie guerrière. Mais une vraie guerrière. Moi, pour moi, c'est une petite héroïne bien sympathique et qui n'a pas peur de grand-chose. Oui, parce que elle se démène. Elle va essayer même. Voilà, on parle aussi de cachette, on parle comment on dit, des souterrains, parce qu'elle découvre qu'il y a des souterrains dans son propre château, ce qu'elle ne savait même pas. On va découvrir aussi l'intrigue avec l'alchimiste qui veut absolument rechercher le Graal. Donc tout ça c'est mêlé, enchevêtré avec justement les Templiers, les châteaux cathares, etc. Donc c'est vraiment très bien ficelé, j'aime beaucoup. Combien tu le mets? Je lui mets 5. Parce que déjà c'est une autrice française, c'est une histoire très intéressante, c'est très bien ficelé. On jalonne vraiment d'un bout à l'autre, on est assez hypé et franchement moi j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que tu disais? Je sais plus. Je sais plus ce que tu m'as dit avant. Chez vous, parce que donc voilà, je vous invite à le découvrir. Ou si vous l'avez déjà découvert, dites-nous en commentaire. En tout cas, moi je me suis bien vue dans ce petit bouquin parce que voilà, les paysages je les connais, comme j'ai dit. Et donc voilà, Margot de Dante, je la voyais très bien dans son petit château cathare, là, impeccable. C'était... J'y étais bien. Cette vidéo est maintenant terminée, enfin en tout cas tout ce qui est de nos avis. Pour ce point lecture numéro 40, si je me trompe pas. Je sais plus. Parce que... attends. Je te fais confiance. Donc oui, c'est bien le numéro 40. Et elle est contente. Soyez fiers de nous, puisque c'est la 40e fois que nous donnons des avis sur des livres. Ouais, bravo. Super. Alors, ce qui nous concerne en ce moment, personnellement, je lis, attention, je vais vous dire ce qu'on lit, en plus de notre lecture commune, bien sûr, qui est La bicyclette bleue, d'ailleurs, vous voyez, moi, je me suis arrêtée au bon moment, voilà. Bon, je sais que sur le Discord, j'en vois certains qui ont lu déjà le chapitre 7, on fait pas mieux que moi, je vois, on est hypé, on est coquine. Exactement. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes le 8 mars, et moi, je lis Royal Blood de Aimé Carter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, il me faisait très envie, rappelez-vous, je vous l'ai présenté dans ma palle. Et j'ai plutôt bien commencé, j'ai lu quand même les 70 premières pages en une seule fois. C'est bien. J'ai tryhard ce jour. Hier, j'ai tryhard. Et j'avoue que c'est très bien. Enfin, c'est très bien écrit. La plume me fait penser un peu à celle de Inheritance Game. C'est-à-dire que ça va très vite, c'est très fluide. On voit quand même que c'est pour la jeunesse, tu vois. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai lu La bicyclette bleue juste avant? Peut-être. Mais, en tout cas, c'est une écriture qui va quand même assez vite. Les événements s'enchaînent assez vite. Les chapitres sont très courts. Mais on en reparlera. Voilà. Pour ma part, je lis donc 40 manteaux et un bouton. Aux éditions Albin Michel de Yvan Siapekoni. Franchement, j'y suis bien. Alors, pour juste brièvement, c'est l'histoire d'un petit garçon juif et c'est sa vision à lui
donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, je vous raconterai. T'as eu très peur parce qu'il était très court. Est-ce que t'as encore peur parce qu'il est très court? Non, parce qu'en fait, la seule chose que je pourrais vous dire là tout de suite maintenant, c'est qu'il c'est très très touchant. C'est sa vision à lui. C'est un peu comme le livre de Max que j'ai adoré, qui avait été un coup de cœur à l'époque quand je l'ai acheté. Sauf que Max est du côté allemand, puisque Max, voilà, c'est un bébé les Bonnesborn, alors que là, c'est un petit garçon juif. Donc, on est plutôt de l'autre côté. Et c'est pas du tout, c'est surtout sur son parcours à lui qu'on découvre, et c'est très intéressant et très émouvant. Donc voilà, c'était nos lectures. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux et à venir sur Discord pour partager avec nous vos lectures. Celles du moment, celles que vous avez lues, celles que vous avez pas lues, celles que vous voudrez lire. Enfin bref, vous pouvez venir aussi discuter avec nous de notre lecture commune. Tu crois que tu fais du rap ou quoi? Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitch, Discord. Enfin bref, vous connaissez la chanson, tout est en description. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas la cloche pour YouTube, YouTube, toutes nos notifications, j'ai arrivé. En tout cas, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, on vous fait plein de bisous. Bye bye. Bye bye.